Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Diodo qui va nous parler un petit peu de toutes les affaires qu'il a aux fesses. Et lui, en tout cas pour lui, Macron veut définitivement le tuer. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui contribuent et tous ceux qui m'aident par Tipeee ou par Patreon. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Et je remercie bien sûr Smart TV pour l'extrait. Là, la police continue à me suivre. Donc, nous, on prend l'autoroute et nous, on dit, de toute façon, écoutez, on va aller dans un autre département. Et là, je m'arrête sur une aire d'autoroute parce que j'ai mon enfant qui a 6 mois. Il fallait changer sa couche. Et donc, les flics arrivent. Alors, je prends des photos avec les gens qui sont dans la station-service, très sympathiques, et qui voient tous ces flics. Ils me disent, bah, c'est incroyable, c'est donc vrai ce qui vous arrive. Je dis, écoutez, voilà mon quotidien. Et donc, bon, ils nous ont laissé quand même changer la couche. Je veux dire que là, on a certainement eu droit à un petit acte de faveur, mais c'est vrai que ça puait vraiment. Et donc, Il a les droits de l'homme, donc c'est bon, ça a marché pour ta fille. apparemment, on est encore considérés comme des êtres humains. Et donc, et là, il y a une nouvelle personne, puisque la station-service était dans l'Aude, qui vient me voir et me dire, bon, il y a aussi un arrêté dans l'Aude, donc vous pouvez pas rester dans l'Aude. Je dis, ah, mais là, on est en train de changer mon enfant, je suis sur l'autoroute, bah, j'ai le droit de faire de l'essence dans l'Aude. Alors, monsieur, écoutez, c'est pas ça, les ordres viennent d'en haut, d'accord. Donc je remonte dans ma voiture, je repars. Donc là, je suis au téléphone avec mon équipe technique qui m'explique qu'au point de rendez-vous dans l'Aude où il se trouve, il y a des flics tout autour du. Ils ont quadrillé, ils ont même fermé l'accès au village dans lequel ils se trouvent. Donc j'ai dit, écoutez, voilà, le mieux c'est d'aller en Espagne. Et donc on est parti en Espagne, suivi par un cortège évidemment de fourgons de flics. Et on arrive, moi j'avais toujours deux voitures, une banalisée et une siglée gendarmerie nationale, et on arrive en Espagne. Et donc, alors je connais plus, c'est la première sortie sur l'autoroute à Jonquera, c'est ça. Et là, on arrive sur un parking. Alors on m'explique que il y a des camions, apparemment il y a des prostituées. Bon, je connais pas. Je me suis dit bon, j'espère que je vais pas déranger le business de ces gens-là. Et on se pose. Et là, j'ai la voiture de gendarmerie qui me suit. Mais là, je vais aller voir. Je leur dis, mais il me semble qu'on est en Espagne. Ils me disent, oui, tout à fait. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord. Mais vous êtes là, je leur explique. Et ils me disent, pour l'instant, les ordres sont. D'accord. Vous êtes en Espagne, vous êtes la gendarmerie donc, nationale, et vous me suivez. Et ils me confirment que tant que les ordres sont. Vous faites ce que vous voulez. Je fais, ah bon, encore heureux. Et donc, le public arrive. On s'est trouvé un endroit qui était pas mal, entre des camions, un endroit assez grand. Et donc là, moi j'ai une équipe technique qui est quand même très performante. Et donc ils ont branché une enceinte et là on a pu discuter, j'ai pu leur expliquer, puis vivre ce moment historique, quoi. C'est incroyable, être obligé de partir dans un autre pays en file indienne avec là il y avait je sais pas il y avait 500 personnes qui se suivaient en bagnole, enfin bon, c'est hallucinant quoi. Et puis et les Espagnols ils ont rien à foutre de ça, donc c'est vraiment on est vraiment dans un pays particulier. On sait aujourd'hui que qui tire les ficelles, puisque dans le dossier Epstein c'est vrai que et on en est au début hein, mais c'est vrai on est très étonné quand on a un Macron qui nous dit l'affaire Epstein concerne essentiellement les États-Unis. Non, puisque Ghislaine Maxwell dit que les premières personnes touchées, concernées par ce réseau, ce sont des personnalités françaises. Et ça, il faudrait que. Alors, j'imagine que sa vie est en danger, hein, à cette femme. Mais apparemment, elle est prête à parler et je pense qu'il faut l'encourager. Et j'espère que Trump va aller jusqu'à lui permettre une libération dans résidence surveillée, quoi, par la CIA ou je sais pas qui, et qu'elle parle. Parce elle a dit qu'elle voulait bien. Et on a plus besoin d'elle qu'elle parle, nous les Français, on a plus besoin de l'entendre parler, de savoir exactement, puisque je crois même qu'elle a une double nationalité française ou quelque chose comme ça. Oui, elle a habité longtemps en France, hein, Ghislaine Maxwell. Ouais. Et quand elle nous dit que les personnes les plus corrompues sont sur le territoire français, ce sont des Français,
c'est quand même très très important de savoir de qui il s'agit. Donc je serais pour militer tous ensemble pour une vraie discussion avec Madame Ghislaine Maxwell, demander à Trump de la mettre comme elle l'a suggéré, en liberté surveillée, quoi, dans une résidence, la libérer. Je vois pas ce que ça peut apporter de plus aujourd'hui. Elle a fixé ses conditions, oui, elle a dit qu'elle parlerait si Trump l'amnistiait, si elle bénéficiait d'une forme d'amnistie. De grâce, c'est ça, ouais. Donc, je crois que c'est très important pour les Français qu'elle laisse cette grâce et qu'elle parle. Parce que elle connaît à peu près toutes les personnes liées à cette affaire et qui sont apparemment, qui occupent encore aujourd'hui des postes à très haute responsabilité. Les Français ont le droit de le savoir. C'est très intéressant d'ailleurs ce qui se passe, et notamment avec cette révélation des liens d'Epstein et Ariane de Rothschild qui s'occupaient spécialement de ton compte. Parce qu'on avait vu la partie immergée de l'iceberg à l'époque en 2013 avec Ralph Lauder, le président du Congrès juif mondial, qui était venu à l'Élysée, reçu par Hollande, décoré de la Légion d'honneur, et qui avait demandé la mise hors d'état de nuire de ce qu'ils appellent les antisémites en France, puisque à l'époque il y avait cette révolution de la quenelle qui embrasait, qui était très 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 importante. Et on avait fait, nous, moi en tant que président de l'œuvre française, on avait été les victimes de cette campagne, puisque l'œuvre française avait été interdite en juillet. Donc ça, c'était vraiment la partie visible, et on s'aperçoit qu'en fait, il s'occupait de toi de manière très très précise dans les coulisses, et c'est ce qui a permis cette affaire Epstein a permis d'être le révélateur de tout ça. Mais tu as quand même connu une répression féroce. J'ai vu que ton matériel avait été saisi, ou tu avais coupé l'électricité. Est-ce que tu penses que hier, c'est quand même un cran au-dessus de ce que tu as pu connaître? Oui, je crois que la pression monte, et je dirais que la bête blessée est encore plus dangereuse. Alors, j'ai précisé à tout le monde que je n'avais absolument aucune pulsion suicidaire. Que ma voiture est en parfait état, que j'ai vérifié le contrôle technique, les pneus, voilà, je ne fais pas de moto, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je n'habite pas en étage, je suis en plein pied, donc normalement je ne répare pas les tuiles, enfin voilà, j'ai tout un tas de choses que je ne fais. Mais il est clair que quand on sait à qui on a affaire, c'est amusant, mais en même temps important de préciser que on a affaire à des tueurs. Ouais. Puisque dans l'affaire et dans ce dossier, on sait qu'il y a des crimes, des assassinats, des gens qui ont été éliminés. On voit toute cette vague de suicides, on voit toute cette vague en ce moment, de gens qui démissionnent. Jacques Lang, c'est le premier. Bon, lui, il était identifié depuis un certain temps. C'est un peu grillé, hein. C'est un peu le fusible. Hein. Oui, encore là. Il était encore là, c'était même un pilier un peu de ce système, d'ailleurs, en tout cas au niveau de la culture. Bon, lui a été obligé quand même, mais... Au niveau de la consommation des petits garçons. Ouais. Alors, au niveau de la France, on a envie d'entendre Ghislaine Maxwell maintenant. Elle connaît tous les noms. Et elle nous explique que c'est en France que tout se passait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La France, Paris, était l'épicentre du système. Ça a toujours été la capitale de la subversion. Et quand Pierre Sidos avait rencontré le général Perón, le président Perón, président argentin qui avait été chassé du pouvoir, et il était en exil à Madrid, il avait posé cette question à Pierre Sidos. Je parle du général Perón, qui avait dit: quelle est la capitale de la subversion d'après vous? Et Pierre Sidos avait dit, le communisme était encore tout puissant, il avait dit Moscou. Il dit: mais détrompez-vous, la capitale de la subversion, c'est Paris. Et on s'aperçoit que c'est ancien, et que vraiment il y a un concentré de toutes ces forces et cette décadence de l'état profond à Paris, où Epstein d'ailleurs avait un appartement dans les Vosges, dans les beaux quartiers, faisait son trafic. Avenue Foch, et là un hôtel particulier, absolument, absolument incroyable. C'est clair qu'au niveau des symboles, et notamment l'incendie de Notre-Dame de Paris, a été un signal très très fort. Et l'inauguration de Notre-Dame, je l'ai observé comme tout le monde dans les médias, c'était particulièrement étrange. Et cette maison inspirée par le Jésus-Christ, vous voyez, qui est célébrée par tous les marchands du temple,
Ils étaient tous là, aux premières loges. C'est vraiment, effectivement, ça positionne vraiment le Paris comme étant la capitale d'un pouvoir obscur. Mais, et je pense que tout le monde aujourd'hui découvre quelque chose qu'on ne s'attendait pas, c'est ce dossier Epstein et tout d'un coup ces révélations. Et on s'aperçoit que derrière les marionnettes politiques, derrière ce grand théâtre, en coulisses, agissent des milliardaires extrêmement puissants. C'est justement son talent et l'humour qui embêtent tous ces milliardaires extrêmement puissants. Non mais c'est vrai, on pourrait se dire, mais comment se fait-il que des gens aussi riches et aussi influents soient au final embêtés par un humoriste qui n'est connu que par nous? Mais en fait, il faut revenir à la mentalité de ces gens, qui non seulement se pensent tout-puissants, intouchables, mais pour eux, ce sont des élus. Ils ont été choisis pour avoir cette vie. Dommage parce que nous, on n'a pas été choisis pour avoir leur vie. Mais eux le pensent sincèrement. C'est intrinsèque, c'est leur colonne vertébrale. Donc un humoriste noir en plus, donc là, c'est la double peine pour eux, qui, avec talent, réussit à faire passer des messages, à réveiller des gens, à les éveiller, à leur faire comprendre des choses, par le talent, par l'humour, et qu'on finisse tous par se moquer d'eux, ça pour eux c'est inacceptable. Et dans l'affaire Jeffrey Epstein, c'est encore pire. Il appartient, lui comme Ariane de Rothschild, à une communauté qui, pour eux, ils sont les élus du monde. Tout leur appartient. Le monde leur appartient. Et on ne peut rien leur dire. Alors qu'un humoriste noir, français, se permet de remplir des salles, se remplir des zéniths, pour se moquer d'eux, pour se moquer d'une communauté, pour eux c'est inacceptable. Et en même temps, cela nous montre le chemin qu'il faut suivre, le rire. Ne pas hésiter à prendre de la hauteur. On met beaucoup trop d'infects, je trouve, dans nos combats politiques. N'oubliez pas une chose, vous n'avez pas, nous n'avons pas de prise sur le réel. Donc peu importe nos tweets, peu importe nos engueulades, ça ne changera absolument rien. Et je vois beaucoup trop de solitude, de tristesse, de névrose dans le camp national. Parce qu'on a oublié une chose, de vivre. Vivre, ça veut dire chaque jour essayer de trouver quelque chose, un instant qui vous rend heureux, qui vous remplit, qui remplit votre âme. Mettez la politique de côté. Mettez toutes ces histoires, si vous le pouvez, de côté. Essayez d'avoir une demi-heure, une heure à vous, à passer avec vos proches ou à la passer tout seul. Mais de grâce, prenons de la hauteur. Ne vous enfermez pas dans une névrose qui n'arrange rien non plus. À vous seul, à nous seuls, on ne pourra pas sauver la France. On ne pourra pas non plus faire changer. Je sais qu'au fond d'où vous l'espérez, moi aussi j'aimerais. Mais je me répète, nous n'avons pas de prise sur le réel. Et si on doit ressortir de cette histoire Dieudo, parce que c'est quand même fou que lui apparaisse dans l'affaire Jeffrey Epstein, lui qui avec Soral ont lancé la dissidence en France. S'il y a de la politique sur YouTube, c'est grâce à eux. Eh bien, si on doit en retenir une chose, l'humour, la joie de vivre, et que la joie de vivre que cela nous amène est juste essentielle, et en plus, ça les effraie, alors continuons. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.